Place au focus à présent. Depuis bientôt 3 mois maintenant, le Mali vit coupé en deux. L'immense région du Nord, grande comme la France, est toujours aux mains des séparatistes touaregs de l'Azawad et des islamistes d'Ansardine, alliés aux djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les soldats de l'armée régulière malienne ont largement fui cette région. Beaucoup sont partis se réfugier de l'autre côté de la frontière, au Niger voisin. Marc Perelman est allé à la rencontre. À Niamey, la capitale du Niger, la guerre qui déchire le Mali voisin est proche, toute proche. Elle est même là d'une certaine façon, à 5 km du centre de la capitale, dans le village de Sagia. Plusieurs centaines de soldats maliens vivent là depuis début mai dans un ancien cantonnement de l'armée nigérienne. Abandonnés par leur hiérarchie suite au coup d'État à Bamako, ils ont fui les combats dans le nord de leur pays. Défaits par les Touaregs du Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, et surtout par les islamistes du mouvement Ansardine et d'ailleurs, qui règnent désormais en maître intransigeant dans cette vaste zone désertique que certains surnomment l'Africanistan. Les autorités nigériennes ont désarmé ces soldats maliens dirigés par le colonel-major El Hadji Aggamou. Ils vivent dans des tentes de fortune et passent leur journée à faire du sport, toujours sous l'œil vigilant des forces de sécurité nigériennes. Ce sont les toutes premières images du camp et de ses occupants. C'est le ministre de la Défense du Niger, Mahamadou Karidjo, qui est allé lui-même les accueillir début avril à la frontière malienne où les troupes de Gamou s'étaient réfugiées après avoir échappé aux rebelles qui les encerclaient en faisant semblant de leur prêter allégeance. De Aguelho, Kidal, ils sont venus à Gao et ils ont progressé jusqu'à la Bezanga. Et nous les avons pris en charge. Confrontés à l'insécurité et à la faim, ces hommes ont finalement été évacués un mois plus tard. 204 d'entre eux, originaires du sud du Mali, ont préféré retourner dans leur pays, tandis qu'environ 600 Touaregs du Nord ont opté pour le repli sur Niamey. Un geste humanitaire qui ne saurait s'éterniser, selon le ministre de la Défense. Et à la longue, ils vont retourner au Mali. Parce que nous ne pouvons pas continuer de les garder indéfiniment. C'est un embryon assez important. C'est juste peut-être le temps de voir clair par rapport à ce qui se passe à Bamako. Ils vont certainement rejoindre leur patrie, mais nous leur disons que le plus tôt serait le mieux. Mais s'ils rentrent, ce ne sera pas comme de simples réfugiés, mais bel et bien avec leurs armes, en tant que force militaire d'appoint pour reprendre le contrôle du Nord Mali. Le ministre Karidjo le dit en termes diplomatiques. Une fois qu'ils vont regagner leur unité, les armes que nous avons ici sont des armes qui appartiennent à l'armée malienne. Nous allons restituer à l'armée malienne ces armes. Maintenant, elle fera de ces armes-là ce qu'elle veut. Voilà. Devant ces hommes entrés dans le camp de Sagia, le colonel Gamou est lui on ne peut plus clair quant à ses intentions. Ici, c'est stratégique de rester ici parce que nous, on regarde toujours derrière nous, vers nos régions. Donc moi, je préfère rester à la porte ici. Pourquoi faire ? Pour retourner et puis conquérir nos régions. Ces troupes reçoivent ce jour-là la visite d'un officier de l'armée malienne dépêché depuis Bamako. Le colonel Fakourou Keïta est en charge de l'intendance, notamment du paiement des soldes des soldats. Mais au-delà de son rôle administratif, il est lui aussi très explicite quant au rôle à venir de ces drôles de réfugiés. Ils sont en position d'attente. Une opération est en train d'être montée. Ils sont en position d'attente et en vue de reconquérir le territoire. Cette reconquête est aussi l'objectif des diplomates africains et occidentaux qui tentent de dessiner les contours d'une intervention militaire internationale, si possible sous mandat de l'ONU. Mais le gradé malien explique sans embâche que la solution diplomatique risque fort d'être prise de vitesse par la reprise imminente des hostilités. Une intervention internationale est souhaitée, mais l'armée malienne va assumer la plénitude de ses attributions, c'est-à-dire la reconquête du Nord. On est en train de se préparer. Quand est-ce qu'on va frapper, où on va frapper, on ne sait pas, mais on est en train de se préparer. Gamou et ses soldats sont prêts à reprendre les armes et le chemin de ce désert qu'ils connaissent si bien. Je suis en contact avec beaucoup de militaires maliens. Je peux mobiliser plus de 2000 personnes en cas de besoin, qui ne veulent pas ni la charia, ni l'indépendance, qui ne cherchent pas à diviser le Mali. Ils ne sont pas pour la division du Mali. Je suis prêt, même si c'est tout de suite. Dans 1 heure de temps, je suis prêt. Lui et ses hommes brûlent en effet de reconquérir non seulement leur pays, mais également leur fierté. Une fierté blessée par cette défaite qui a transformé de fiers combattants touaregs en réfugiés impuissants.
Et les images exclusives filmées par les caméras de France 24. Marc Perelman est à mes côtés. Bonsoir Marc. Alors Bonsoir. vous revenez du Niger. Dans quelles dispositions vous ont semblé ces soldats? Celles d'une armée en déroute ou bien prête à en découdre sitôt la prochaine occasion offerte de prendre les armes? Un petit peu des deux. D'un côté, ce sont des soldats blessés, comme je l'ai expliqué, dans leur orgueil, parce que finalement, ils sont là, ils sont désarmés, ils ne font rien de spécial, ils ne s'entraînent même pas vraiment militairement, ils font des pompes ou du jogging, mais c'est pas vraiment ce qu'un soldat est censé faire. Et en même temps, clairement, ils sont là et prêts à regagner leur pays, le nord de leur pays, parce que c'est de là d'où ils viennent. Et c'est là où ils ont été défaits. Ils ont été défaits par les rebelles du MNLA. Et d'Ansardine, et ils brûlent de se racheter et donc d'y retourner. C'est pour ça qu'ils sont au Niger, parce que comme ils disent, ils sont à la porte, ils ne sont pas loin, et ils espèrent servir comme tête de pont d'une reconquête malienne du territoire. Il faut rappeler, c'était précisément le motif invoqué à l'époque du coup d'État, le fait de vouloir évidemment s'armer pour aller défendre le nord du pays. Alors aujourd'hui, d'après ce que vous avez pu voir au Niger, quelle est la situation de l'autre côté de la frontière, au nord du Mali? Qui contrôle vraiment cette région? Est-ce le MNLA, est-ce Ansardine? Et que sait-on de l'alliance d'ailleurs entre ces deux mouvements? Oui, alors ce que disent les officiels à la fois à qui j'ai pu parler au Niger, ces soldats, d'autres diplomates dans la région, c'est que clairement Ansardine contrôle la région, que le MNLA est soit très faible, soit un simple fauné, comme on dit, d'Ansardine, qui est clairement la force dominante et alliée avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le MNLA semble lui-même très divisé entre ceux qui le représentent à l'étranger, ceux qui le représentent sur place. Il y a des négociations pour une sorte de fusion avec Ansardine, mais d'après tous mes interlocuteurs, et ils ont été variés, c'est clairement les islamistes qui contrôlent cette région, et c'est pourquoi il y a de l'inquiétude à la fois dans la région, mais au-delà, même en France, voire aux États-Unis. On se souvient que des responsables d'Aqmid Al-Qaïda au Maghreb islamique avaient été vus à Tombouctou, finalement se promenant dans la ville à ciel ouvert. Ce sont les mêmes qui ont revendiqué, il faut le dire, l'enlèvement d'un certain nombre d'Occidentaux, notamment les 6 Français au Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens ont une liberté de mouvement sur l'ensemble du nord du Mali? C'est ce qu'il ressort de toutes les personnes qui ont été sur place, qui en sont revenues comme ces soldats. Il y a une liberté de manœuvre sur un territoire qui est extrêmement vaste, difficile à contrôler, et en tout cas clairement pas contrôlé par évidemment l'armée malienne, qui a en plus été touchée par le coup d'État à Bamako, qui a fait que ces soldats d'ailleurs se sont trouvés complètement coupés du monde. Ils étaient déjà en position de faiblesse, et là ils ont été livrés à leur sort, et ils ont dû ruser, comme je l'explique, pour pouvoir s'enfuir. Mais clairement, il y a une liberté de manœuvre, et ça rend aussi la libération souhaitée des otages occidentaux, notamment français, plus difficile, car on ne sait pas où ils sont. Avant, on savait que la zone était plus ou moins circonscrite. Aujourd'hui, c'est tout le désert de la région du Nord Mali qui est leur domaine. Très rapidement, les autorités de la région, on le sait, notamment le Niger, mais également la Guinée, évoquent de plus en plus ouvertement une intervention militaire des États d'Afrique de l'Ouest. François Hollande lui-même a donné un soutien implicite aujourd'hui au président nigérien, sous condition évidemment d'un mandat de l'ONU. C'est d'après vous la solution vers laquelle on s'oriente? C'est ce que les pays régionaux essaient de faire. Ils ont essayé d'impliquer la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, mais ça n'a pas l'air de marcher. Et donc il y a une volonté d'aller vers le Conseil de sécurité, d'obtenir une résolution qui couvrirait, entre guillemets, une intervention militaire internationale, avant tout des pays de la région, mais avec un soutien logistique, à la fois de transport et renseignement, des Occidentaux, de la France évidemment, des États-Unis, mais évidemment c'est difficile. La France parce qu'elle a des otages dans la région, les États-Unis parce qu'on est en pleine campagne électorale. Merci beaucoup Marc Perelman d'être venu dans ce Focus.